Pour me présenter, moi je m'appelle Léa Roux, je suis responsable média chez Profil Public. Donc effectivement, on va rappeler juste hop, pardon, ouais, parfait. Du coup, Profil Public, c'est une plateforme qui a pour ambition de réenchanter le recrutement du service public. Et pour ça, en fait, on a une plateforme qui est un peu hybride à mi-chemin entre un site média et un site de recrutement. La partie média a vocation à faire tomber les idées reçues sur le service public, à montrer les acteurs innovants, les parcours inspirants des personnes qui font bouger les lignes de l'action publique. Et la partie recrutement permet aux jeunes et aux candidats dans leur diversité de trouver le job qui leur correspond dans le secteur public. Et cette année, on a lancé un programme qui est le programme ambassadeur public qu'on fait avec des étudiants qui animent une série de webconférences autour des métiers de l'action publique et qui questionnent un petit peu les parcours et les manières d'y accéder. Et je vais laisser ce soir Gauthier et Agatha vous présenter le thème de ce soir. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous avoir avec nous ce soir pour cette webconférence qui sera animée par Agatha et moi-même. Avant de commencer, nous allons nous présenter rapidement. Je m'appelle Gauthier Chassin et je suis actuellement en 3e année à Sciences Po Lyon. Intéressé par le secteur public sans réellement comprendre les métiers qui sont réellement proposés donc, par le secteur public, j'ai intégré le programme ambassadeur de Profil Public. Je suis fasciné par les relations internationales. J'intègre à la rentrée un double diplôme entre Sciences Po Paris et l'Université de Fudan en Chine afin de consolider mes connaissances des relations internationales et de bénéficier d'une préparation au concours de la diplomatie. Donc, c'est donc pour cela que nous avons décidé d'organiser cette webconférence. Bonjour à tous, je m'appelle Agatha Moore et donc je suis étudiante en management public à l'Institut de management public et gouvernance territoriale d'Aix-en-Provence. Donc pour ma dernière année de licence, j'ai réalisé une alternance au sein de Profil Public en tant que chargée de communication digitale. Étant passionnée, et je vais vous demander de couper vos micros s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, étant passionnée par l'art et la culture, j'intègre en septembre un master en direction de projets culturels, d'organisation et manifestations non culturelles. Et à terme, je souhaite que mon métier me permette de promouvoir le rayonnement de la culture française à l'étranger, raison pour laquelle j'ai choisi d'animer cet événement. Donc voilà, la conférence se déroulera en plusieurs temps. Tout d'abord, nous allons introduire ce sujet en vous présentant globalement les différents domaines d'activité et les métiers de la diplomatie. Puis, nous aurons la chance de pouvoir échanger avec nos 3 intervenants. On a Siam Souleymani avec nous, Théo Barbe, et ensuite, on aura Maxime Reynaud. Et donc, voilà, je remercie ces 3 intervenants d'avoir pu se rendre disponible pour cet échange. Et puis, je vais laisser la parole à Gauthier pour la suite. La diplomatie est souvent vue comme un secteur obscur, entouré de mystères peu accessibles. Pourtant, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé de mettre en œuvre la politique extérieure de la France et d'assurer les relations avec les États étrangers, est exposé à des problèmes récurrents de recrutement du fait de manque d'informations à ce sujet. Pour fonctionner, le ministère s'appuie sur des réseaux structurés à l'étranger, puisque les 2/3 de ses effectifs servent à l'étranger. Parlons chiffres. Le réseau diplomatique français s'appuie sur les 160 ambassades de la France et sur ses 17 représentations permanentes auprès d'instances multilatérales. Quant au réseau consulaire, il s'appuie sur 89 consulats généraux et consulats. Il y a aussi 112 sections consulaires. Le réseau culturel, quant à lui, est très étendu. On compte 147 centres et instituts culturels français à l'étranger. Tous ces réseaux s'appuient sur des agents très mobiles et polyvalents qui travaillent généralement dans des équipes réduites. On peut distinguer 8 grands domaines d'activité, le premier étant la direction générale. Le deuxième domaine d'activité est centré autour de la politique et se structure autour de 3 actions. Négocier, donc négocier les accords et les traités, représenter la France à l'étranger et analyser la vie politique, économique, sociale et culturelle d'un pays donné. Le troisième domaine d'activité est le domaine d'activité consulaire. Il s'agit d'administrer, d'assister et de protéger les plus de 2 millions de Français de l'étranger et d'instruire les demandes de visa des étrangers désireux de se rendre en France. La coopération et l'action culturelle est le 4e domaine d'activité du ministère. Les agents du ministère sont alors chargés d'organiser des projets et de partenariats en matière de développement international et de rayonnement culturel. La communication est un autre domaine d'activité qui vise à faire connaître à tous la position de la France. Il s'agit d'expliquer et de commenter la position du gouvernement sur les questions de politique internationale et de présenter les missions et l'action du ministère.
De plus, le domaine d'activité relatif à l'administration concerne la gestion du personnel du ministère ainsi que du budget. L'informatique est le 7e domaine d'activité du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il s'agit de concevoir et de mettre en œuvre des outils informatiques et un réseau de communication gouvernementale à l'échelle mondiale. Enfin, la logistique et le patrimoine constituent le dernier domaine d'activité du ministère. Essentiel à son bon fonctionnement, il s'agit aussi de conserver les archives diplomatiques, historiques et courantes de la France et d'entretenir un patrimoine immobilier réparti dans le monde entier. Il faut aussi assurer le soutien logistique des diplomates, du ministère et de son réseau. La diplomatie économique est également très importante. Tous les agents du ministère doivent intégrer cette dimension dans leur action. En lien avec le ministère de l'Économie et des Finances, ils mettent en œuvre la diplomatie économique en soutenant les entreprises françaises à l'étranger et en renforçant l'attractivité de la France. Les agents sont ensuite recrutés par différentes voies. Selon des données de 2011, 40% des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont titulaires et sont donc entrés par concours ou ont un CDI. Au sein même de la catégorie des fonctionnaires, 30% appartiennent à d'autres administrations et sont donc détachés temporairement, ce qui permet un renouveau du personnel. 21% des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères sont recrutés en CDD. Il y a 40% d'agents contractuels parmi les agents de droit français. Le ministère fait ainsi largement appel aux compétences spécialisées de ces agents contractuels qui ont une réelle expertise sur des sujets et missions techniques. 35% sont des agents de droit locaux. Ces agents, quelle que soit leur nationalité, sont recrutés en local et travaillent en ambassade ou en consulat, selon un accord respectant le droit du pays. Il y a également des volontaires internationaux qui travaillent au sein du ministère. Donc, vous l'aurez compris, travailler au ministère des Affaires étrangères et européennes, c'est plus qu'un simple métier, c'est une vocation. D'ailleurs, les hommes et femmes qui s'engagent, entre guillemets, dans la diplomatie connaissent donc le caractère crucial et les contraintes de leur métier. Par contrainte du métier, on entend premièrement l'expatriation, ensuite la mobilité, mais aussi les risques encourus. Nous développerons donc plus précisément ces sujets avec nos intervenants par la suite. On le sait, comme nous l'a rappelé Gauthier, dans la quasi-totalité des pays du monde, les réseaux diplomatiques français sont implantés, y compris un certain nombre d'États où nous sommes le seul membre de l'Union européenne présent, des États en crise ou en guerre. Il ne s'agit donc pas là seulement de s'installer à l'étranger, mais de changer de résidence, d'entourage et de mode de vie tous les 3-4 ans et d'alterner entre vie à l'étranger et vie en France. Le taux de mobilité annuel est d'environ 33%, ce qui veut dire que en fait, ça implique un déménagement tous les 3 ans pour l'ensemble du personnel de droit français, ce qui est le plus élevé de toute l'administration française. Si on parle un peu du statut, eh bien, le statut il est défini par les conventions de Vienne. Il assure ainsi, donc, dans des circonstances normales, l'indépendance et la liberté d'action des agents diplomatiques et consulaires en résidence dans les pays donc, étrangers. Ces mêmes agents n'en restent pas moins soumis aux risques sanitaires et aux menaces sécuritaires d'ordre public, comme par exemple cette année avec la crise du Covid. On a aussi des conflits externes ou internes, ou même le terrorisme, comme on le sait, dans la mesure où ils représentent donc une puissance étrangère qui prend ses responsabilités et s'engage dans le monde. Ils sont, comme on l'imagine, les cibles de potentielles attaques. Donc, le statut lui-même est subordonné au maintien des relations diplomatiques entre la France et le pays de résidence qui peuvent se détériorer, voire même être rompues à tout moment et parfois sans préavis. Donc, avant de vous détailler les 10 métiers de la diplomatie, je vais vous parler un peu de chiffres. On compte approximativement 15 000 agents, dont 6 000 fonctionnaires. 76% des agents du ministère des Affaires étrangères servent à l'étranger. On a aussi 30% des fonctionnaires servant au ministère donc qui appartiennent à d'autres administrations. 10% des cadres supérieurs, ambassadeurs, directeurs, consuls généraux, sont issus d'autres administrations ou secteurs privés. Et enfin, on a 7% des agents du ministère qui exercent leurs fonctions à l'extérieur du ministère.
Donc, je vais vous parler un peu plus précisément de ces 10 grandes fonctions qu'on a donc dans la diplomatie. On a tout d'abord un métier phare qui est donc le métier d'ambassadeur ou de chef de poste diplomatique qui ont pour mission de développer, de représenter donc la France, de développer l'influence française et informer, coordonner les services français à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale. Donc ça, c'est vraiment le métier, le poste phare et prestigieux de ce secteur. Ensuite, on a le gérant d'un poste diplomatique ou ce qu'on appelle aussi consul général. Lui est donc chargé d'assurer la gestion d'un poste diplomatique et d'en prendre la responsabilité pendant les absences de son chef ou d'assumer les fonctions du consul général. En troisième, donc, on a les conseillers diplomatiques. Conseiller diplomatique, un conseiller est donc chargé d'analyser les situations politiques, d'expliquer les positions françaises et rédiger donc les notes de synthèse, les fameuses. En quatrième, on a le chargé des affaires consulaires et de la chancellerie, qui assure donc lui la protection et la gestion des Français à l'étranger, ainsi que la circulation des étrangers en France. Par la suite, on a le conseiller de coopération, qui lui est donc chargé de concevoir et mettre en place une stratégie et des projets de coopération culturelle, scientifique, universitaire, sanitaire, mais aussi juridique, administrative et d'aide au développement. En sixième, on a donc le conseiller spécialisé d'ambassade, qui lui donc, va conseiller le chef de la mission diplomatique dans les domaines nécessitant une expertise en rapport avec sa spécialité d'emploi. Enfin, on a le conseiller humanitaire. Donc, comme son titre l'implique, lui, il doit donc réagir immédiatement dans des situations de crise humanitaire, sanitaire et politique. Donc, on imagine un peu la surcharge de travail en ces années de Covid. En huitième, on a donc le chargé de la protection de l'information diplomatique, qui lui, il lui faut notamment assurer l'indépendance des outils de communication d'une ambassade, d'un consulat ou une représentation permanente. On a aussi les chargés du protocole. Ils s'organisent, ils organisent le bon déroulement des événements diplomatiques, bilatéraux et multilatéraux. Et enfin, on a les interprètes et traducteurs. Je pense que ce poste n'a pas besoin d'être détaillé, mais voilà, il n'est pas pour autant, il est très important dans les ambassades. On va peut-être passer maintenant à notre première interview, j'ai envie de dire, avec Siam. Donc, on a choisi dans cette webconf de faire appel à 3 intervenants. La première donc, est Siam. On va peut-être lui demander de nous parler tout d'abord des temps forts de son parcours. Bonsoir à tous, merci pour l'invitation. Alors tout d'abord, je vais me présenter brièvement. Je suis rédactrice Égypte donc, au sein de la direction Afrique du Nord et Moyen-Orient au sein du Quai d'Orsay. Et donc, je vais commencer par répondre à ta question. Donc, les temps forts de mon parcours, donc j'en aurai 3 principalement. Donc, mon Erasmus, ma préparation au concours et ensuite mon intégration au Quai d'Orsay, puisqu'avant d'être rédactrice Égypte, j'étais consultante juridique. Donc, je pense que ce serait opportun de vous expliquer un petit peu quelles étaient mes autres fonctions antérieures. Donc, le premier temps fort, mon année en Erasmus, où j'ai eu l'occasion de partir aux Pays-Bas à La Haye, plus précisément, donc en L3. Et cette année a été très enrichissante et m'a permis de comprendre ce que je désirais faire plus tard, puisque j'étais juriste de formation, j'étais en faculté de droit à Avignon. Et j'ai découvert, grâce à l'écosystème de La Haye, le droit de l'Union européenne et le droit international public. Et à partir de là, j'ai commencé à développer ce qu'on appelle la vocation, celle de vouloir intégrer la diplomatie. Donc à l'époque, je commençais à me renseigner, puisque ces métiers étaient totalement inconnus, en tout cas dans les détails, pour moi. Et j'hésitais fortement entre la diplomatie européenne, donc travailler pour les institutions de l'Union européenne, ou travailler pour la diplomatie de mon pays, donc ce que j'ai fini par faire. Donc c'était une année très enrichissante, et d'ailleurs je conseille à tout le monde de faire une année de césure à l'étranger, puisqu'à la fois ça vous permet de
de découvrir un autre pays, sa culture, son environnement, de vous tester aussi un petit peu, de sortir de votre cocon, d'aller un petit peu à l'aventure et aussi de voir si vous avez envie de mener des expériences à l'étranger et tester peut-être aussi de nouvelles compétences et de découvrir de nouvelles matières et de voir comment on enseigne aussi à l'étranger les matières que vous avez pu avoir en France. Et je trouve que c'est très enrichissant. Donc, c'est vrai que cette expérience, pour moi, était vraiment un marqueur de mon parcours, puisqu'à partir de là, j'ai su que je voulais travailler à l'étranger, et donc pour la diplomatie. Ensuite, le deuxième temps fort, donc ma préparation au concours. Donc, une fois rentrée en France, j'ai poursuivi mes études et je suis devenue juriste européen. Et donc, à l'issue de ce parcours, je me suis interrogée pour savoir quelle était la meilleure manière de préparer les concours de la fonction publique et d'intégrer le Quai d'Orsay. Donc, je me suis inscrite à une prépa, tout d'abord à celle de l'IEP de Strasbourg, donc à Affaires publiques. Et donc, à la suite, j'ai enchaîné sur une deuxième prépa à l'ENA, en fait, qui a une prépa égalité des chances, puisque j'ai un parcours un peu atypique, on en reparlera tout à l'heure. Et donc, deux prépas qui m'ont permis de préparer l'École nationale d'administration, qui, si vous ne le savez pas, permettent d'accéder à la diplomatie aux fonctions, donc au grade de conseiller des affaires étrangères. Et donc, ces 2 années ont été extrêmement enrichissantes, puisque ça m'a permis effectivement de développer d'énormes compétences, d'acquérir beaucoup de savoir, de comprendre aussi l'exigence demandée par les concours administratifs, et aussi de faire des rencontres, donc d'énarques, mais aussi d'autres fonctionnaires avec qui j'ai pu échanger, puisque j'avais certains professeurs qui exerçaient au Quai d'Orsay, qui enseignaient les questions internationales et européennes. Et donc, c'est par le biais aussi de ces échanges que j'ai confirmé et conforté mon désir d'intégrer le Quai d'Orsay. Et donc, en parallèle de l'ENA, j'ai préparé les concours dits maison du Quai d'Orsay, donc de secrétaire des affaires étrangères cadre général, donc, qui exige à la fois la maîtrise, on va dire, des matières classiques que les préparationnaires au concours apprennent, mais également qui exige quand même un savoir très précis en termes de langue. Mais on en reparlera. Donc ça aussi, ça a été quand même une expérience très marquante pour moi, puisque malheureusement, à l'issue de ces 2 prépas, je n'ai pas réussi à intégrer le Quai d'Orsay, mais je l'ai intégré donc, par une autre voie, donc beaucoup plus tard, 3-4 ans plus tard, puisque j'ai été contractuelle dans la fonction publique entre-temps, dans une autre administration. Et donc, j'ai réussi à intégrer le Quai d'Orsay par la voie du concours des instituts régionaux d'administration, donc les IRA, qui permettent, et ça c'est quelque chose que très peu de personnes connaissent, d'intégrer le Quai d'Orsay. Il y a un poste par IRA par an. Donc, j'ai réussi à mener mon projet à bien et intégrer le Quai d'Orsay donc, il y a presque 4 ans. Et donc, c'est le 3e temps fort de mon parcours, où donc j'ai pu intégrer la direction générale de l'administration et de la modernisation, avec des fonctions totalement différentes de celles que j'exerce aujourd'hui, celle de consultante juridique en droit national, donc en droit français, où donc j'avais pour fonction principale de défendre le ministère, d'apporter mon expertise juridique en interministériel, donc face aux autres ministères, pour mener à bien les réformes donc françaises, franco-françaises, qui impactaient directement le ministère des Affaires étrangères. Donc c'était des fonctions très intéressantes, exigeantes, donc qui étaient en lien avec mon parcours de juriste, et qui m'ont permis aussi d'apprendre comment fonctionnait le ministère de l'Intérieur, ses rouages, et comprendre aussi les différents parcours qui s'ouvraient à moi. Voilà. Et est-ce que tu peux peut-être nous parler de la barrière de la langue? Est-ce que tu as eu à un moment donné dans ton parcours, peut-être au début, pendant ton année d'Erasmus, toute jeune, est-ce que tu as eu comme ça une barrière de la langue ou absolument pas, ou peut-être plus tard? Est-ce que tu peux un peu plus nous en parler? Bien sûr. Donc, je suis partie en Erasmus donc, aux Pays-Bas pour avoir un enseignement 100% en anglais. Donc, c'était aussi un objectif de ma part de pouvoir maîtriser cette langue et d'être totalement fluide. Voilà. Ce que j'ai réussi à faire. Donc, au début, effectivement, c'était un petit peu difficile. Mais avec l'anglais, on va dire que c'était relativement facile, puisque j'ai quand même eu un bon cursus en anglais avant. Mais en revanche, ça a été un peu plus corsé lorsqu'il a fallu passer les concours du Quai d'Orsay, puisque le niveau d'exigence est très, très important, que ce soit en anglais ou en espagnol, qui était ma deuxième langue.
que j'ai dû vraiment approfondir avec beaucoup de cours, même si c'était ma deuxième langue lorsque j'étais au collège, au lycée et même à l'université. Mais je n'avais pas le même niveau qu'en anglais. Donc, ça a été quand même assez exigeant. Et j'ai aussi travaillé en parallèle une troisième langue, la langue arabe, que je travaille toujours d'ailleurs. Je pense que mes collègues parleront de leur expérience, mais du point de vue linguistique, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Et surtout au Quai d'Orsay, on a une très belle maladie qui est d'apprendre des langues. On n'arrête pas. Donc l'anglais est un prérequis, mais généralement, on est tous au moins bilingues, voire trilingues. Et c'est vraiment quelque chose qu'on nous pousse à faire. On a vraiment un beau catalogue de formation linguistique. Vous pouvez apprendre n'importe quelle langue. Et donc, même au Quai d'Orsay, on continue à être exigeant et à développer ses compétences linguistiques, notamment en vue d'un départ à l'étranger. Donc, ce que toi, tu nous dis, c'est qu'il n'y avait pas forcément de prérequis sur une langue, par exemple, une langue rare, si je puis dire, du genre, voilà, comme l'arabe, le mandarin. Il n'y avait pas forcément de prérequis, mais tu t'es formé, toi, par la suite, à l'arabe. C'est bien ça? C'est ça. Alors, en fait, c'est à titre totalement personnel. J'avais déjà une appétence pour la langue arabe. Et lorsque j'ai compris que je voulais intégrer le Quai d'Orsay, je savais que c'était un atout. Donc, un atout que je maîtrisais mal. Et c'est pour ça qu'à l'époque, en fait, quand j'ai fait mes deux prépas, j'ai passé donc le concours de secrétaire des affaires étrangères cadre général, qui implique de maîtriser l'anglais, donc ça, quel que soit le concours du Quai d'Orsay, mais aussi donc une langue du catalogue général, c'est-à-dire un peu plus européenne, espagnol, italien, portugais, allemand. Je pense que c'est tout à vérifier. Et donc, vous avez de l'autre côté le concours secrétaire des affaires étrangères cadre d'Orient, qui là exige d'avoir une langue, en plus de l'anglais, donc orientale, chinois, japonais, perse, hindou, swahili, arabe, turc, et j'en passe. Donc, effectivement, je n'avais pas le niveau requis pour passer le SAEO, donc j'ai passé le SAEG. Donc, c'est pour ça. Mais à titre personnel, voilà, je voulais absolument développer la langue arabe, que je trouve être un atout. Et d'ailleurs, on en parlera un peu plus tard, mais je suis rédactrice Égypte aujourd'hui, donc dans la direction Afrique du Nord et Moyen-Orient. Et j'aspire à aller justement m'expatrier dans cette zone et devenir une experte géographique de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc, ça fait sens. C'est une parfaite transition, je crois, pour le cœur de tes missions donc actuelles. Parle-nous un peu, si tu veux bien, de tes missions, de ton quotidien un peu au travail. Bien sûr. Donc, pour reprendre un peu la liste de fonctions que vous aviez exposées, donc les 10 postes, 10 fonctions, pardon, je pense que c'est celle qui s'assimile le plus à conseiller politique. Donc, en fait, le terme exact, donc je suis rédactrice géographique. Donc, comme son nom l'indique, je suis spécialisée dans une zone. Et en particulier, je suis donc rédactrice bilatérale, donc Égypte. Donc, je suis Madame Égypte au ministère des Affaires étrangères. Donc, mes fonctions, donc on est plusieurs rédacteurs qui avons un portefeuille totalement différent. Il y a des personnes qui s'occupent d'un pays, d'autres de 2, d'autres de 3. Donc, c'est souvent en fonction de l'importance du pays. Et parfois, vous avez plusieurs personnes qui s'occupent du même pays, selon un découpage différent. Donc, moi, j'ai la chance de suivre ce magnifique pays du Moyen-Orient. Et donc, mes fonctions consistent à suivre l'ensemble des dossiers qui traitent des questions égyptiennes, donc des relations bilatérales d'une part, donc franco-égyptiennes, que ce soit sur le volet politique, économique, de défense, culturel, francophonie, donc influence de la langue française et influence de la France au sens large, mais aussi d'autres coopérations beaucoup plus pointues et précises, comme agriculture, santé, coopération hospitalière, judiciaire. Donc voilà, c'est des fonctions très riches puisque ça demande d'avoir un suivi sur toutes ces dimensions, donc toutes les dimensions de la relation bilatérale, mais aussi d'avoir une connaissance, et ça c'est l'autre volet du métier de rédacteur, d'avoir une connaissance profonde du pays. Donc je dois suivre la politique intérieure du pays, donc sa situation politique interne, donc le régime en place, voir aussi les tractations donc politiques, les différentes institutions, leur fonctionnement, donc les maîtriser. Donc, par exemple, en Égypte, on a un pouvoir civil qui est très lié à un pouvoir militaire, je n'en dirai pas plus. Donc, on suit aussi donc, ces dynamiques. On suit également la société civile, donc les dynamiques de la société civile, les questions des droits de l'homme,
mais aussi les projets d'infrastructure, de développement. Donc, ça entend de travailler avec les collègues du Quai d'Orsay, mais aussi de travailler avec des collègues de l'interministériel, donc par exemple avec le ministère de l'économie et des finances, Bercy, qui suit la coopération économique de manière plus précise et pointue que je peux le faire. Donc il y a aussi l'équivalent du rédacteur Égypte à Bercy. Vous avez aussi donc, la coopération de défense donc militaire, donc, qui est beaucoup plus suivie par le ministère des Armées, donc, avec qui je suis en contact. Et vous pouvez décliner donc l'ensemble des dimensions de la coopération bilatérale à l'ensemble des ministères concernés. Donc ça demande aussi, donc cette animation des relations bilatérales demande aussi donc d'avoir des relations perpétuelles en interne, mais aussi en externe. Et par ailleurs, je suis aussi le point de contact privilégié de l'ambassade d'Égypte à Paris, tout comme ma hiérarchie. Donc on suit éventuellement les difficultés que pourrait rencontrer l'ambassade d'Égypte. On prépare les visites aussi, les visites d'État, les visites officielles, les visites de hauts représentants, que ce soit les Égyptiens qui viennent en France ou les Français qui se rendent donc en Égypte. Mais aussi, je suis en étroit contact avec l'ambassade de France en Égypte, donc l'équivalent de l'ambassade d'Égypte en France. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que, donc on va passer à la troisième question. Est-ce que tu peux nous donner un peu voilà, tes conseils à toi et peut-être dans ta réponse, rajouter peut-être des éléments un peu à titre informatif et de compréhension sur justement ce que toi tu as vécu, le fameux système égalité des chances, tout ça. Est-ce que tu peux nous faire un bref résumé, j'ai envie de dire, sur tous ces points de question? Bien sûr. Bon, je pense que mes collègues seront un peu plus précis pour les modalités de recrutement pour les concours maison, puisque moi, je les ai passés il y a un petit moment et donc j'étais secrétaire des Affaires étrangères. En tout cas, j'ai passé celui de SAE. Donc, mes principaux conseils, la première chose, c'est effectivement d'aller sur le site diplomatie.gouv.fr et de regarder la banque de données sur les concours. Parce qu'avant de préparer un concours, il faut absolument comprendre quels sont les attendus, les épreuves, et voir aussi l'étendue des connaissances et des exigences et des savoirs qui vous sont demandés. Donc ça, c'est pour la partie écrite. Donc je pense qu'il faut se préparer à travers une préparation. Je pense qu'il est important, en tout cas, d'avoir un cadre qui vous permette d'avoir la meilleure préparation possible et surtout de disposer du temps nécessaire pour cette préparation, puisque ce sont des concours quand même très exigeants et qui demandent vraiment une capacité de travail importante. Donc, c'est très difficile de faire ça en parallèle d'un travail, même si on peut en parler, mais il y a d'autres voies de promotion. Il y a les concours internes, il y a les troisièmes concours, etc. Pour en parler. Donc, moi, c'est ce que je conseille. C'est, le faire dans le cadre d'une prépa, surtout quand vous le préparez en externe. Et je pense que là, si je ne dis pas de bêtises, notre cible ce soir est plutôt composée d'étudiants jeunes et dynamiques, donc ça sera plutôt des profils externes, de se renseigner sur les épreuves, essayer si possible d'entrer en contact avec des diplomates pour discuter avec eux, comprendre aussi leur métier comme vous faites ce soir, et bien entendu de préparer des langues. Et ça, c'est une vraie stratégie. Donc savoir, puisque nous avons deux branches de concours, si je schématise, le cadre général et le cadre d'Orient. Bon, l'anglais est obligatoire, quel que soit le concours que vous passez, mais choisir la langue qui vous mènera justement au succès, je l'espère, lors du concours. Et donc ça, c'est très important de le déterminer à l'avance. Il ne faut pas, à mon avis, commencer à préparer 3 langues en même temps. Il y a l'anglais et plus une langue. Si on a un objectif, il faut le suivre. Le reste est tellement exigeant que ça demande beaucoup d'efforts. Donc ça, ce serait mes premières mes recommandations. Et ensuite, sur mon parcours à titre personnel, donc comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas rentrée au Quai d'Orsay par les concours maison, donc par la voie des IRA, donc qui est une voie de recrutement peu connue. Et pour tout vous dire, effectivement, moi, j'ai eu un parcours qui était un petit peu, on va dire, difficile, un peu plus long que ceux de certains de mes camarades, parce que moi, j'ai intégré le Quai d'Orsay, j'avais 28 ans, et j'avais fait les prépas donc, à la fin de mon Master 2, donc 23 et 24 ans. Donc, c'est vrai que faire 2 ans de prépa et avoir cet investissement très important pour intégrer notamment le Quai d'Orsay et sans avoir de résultats en retour, c'est assez difficile psychologiquement.
Mais bon, après, j'ai essayé de rebondir. Effectivement, moi, j'ai un parcours égalité des chances. Donc, j'ai eu la chance quand même d'intégrer une préparation égalité des chances à l'ENA, où j'ai eu une préparation de très grande qualité, avec de très bons intervenants. Mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué puisque ça s'est soldé par un échec. Donc, un de mes conseils, c'est surtout ne pas abandonner, puisque vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Je ne suis pas rentrée par la grande porte, comme je dis, mais je suis rentrée par une autre voie. Et je fais exactement le même métier que mes collègues. Donc, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Et surtout, si vous ne pouvez pas intégrer le Quai d'Orsay directement par concours, si vous n'êtes pas titulaire, n'oubliez pas qu'il y a d'autres voies de recrutement. Il y a les contractuels, donc les fameux contrats, que ce soit des CDI. Bon, les CDI sont très rares de nos jours, donc les CDD, les vacations, ne pas oublier les volontariats internationaux à l'étranger. Donc, il y a les stages, qui sont une première expérience qui peut être utile au Quai d'Orsay pour comprendre aussi le métier de la diplomatie et acquérir les soft skills, mais on en parlera peut-être plus tard, le fameux savoir-être et les codes qui vous permettent de préparer au mieux le concours, donc les épreuves d'oral. Donc voilà, c'est à peu près mes recommandations générales. Super, merci beaucoup Siam. On a quelques questions, je vais essayer de faire assez vite pour qu'on puisse après passer aux autres intervenants. Alors on a une question, donc existe-t-il des profils types pour exercer ce type de mission? Il me semble que oui. On parlait des missions que tu exerces toi. Oui, il y a un profil type, on va dire global, général, qui se confirme plutôt bien, même si le ministère essaye de diversifier les profils de plus en plus. Généralement, la plupart de mes collègues, effectivement, ont fait Sciences Po, donc Sciences Po Paris ou Sciences Po de région, puisque ça permet, je veux dire, les IEP vous permettent d'avoir, dès la première année, des enseignements qui ciblent un petit peu les épreuves au concours, c'est-à-dire droit public, économie, culture générale notamment, pour citer qu'elle. Vous avez aussi un enseignement linguistique, donc ça permet quand même d'avoir une richesse, une culture générale qui est très utile lors de la préparation des concours. Et en plus, les IEP, je pense que c'est général, si je ne dis pas de bêtises, offrent aussi des préparations au concours qui sont de très grande qualité. Donc on va dire que c'est un peu le profil type, et à l'issue duquel, voilà, après l'IEP, généralement, une année de prépa ou 2 années de prépa, et vous intégrez le Quai d'Orsay. Et tout le monde, sauf erreur, à peu près, la majorité, on va dire, de mes collègues, a fait une année à l'étranger, ou en tout cas une expérience à l'étranger, que ce soit par des stages, que ce soit par une année d'Erasmus, une année de césure. Tout le monde a fait un petit passage par l'étranger, parce que quand même, le niveau de langue est assez exigeant. Et pas tout le monde, mais ça se fait de plus en plus, il y a des petits passages en stage aussi, avant de passer le concours. Comme je vous le disais, ça permet aussi de rencontrer des personnes, de se confronter à la réalité du métier, en tout cas de l'observer, même si vous ne faites pas la même chose qu'un rédacteur, et d'acquérir ces fameux soft skills. Ok, écoute, merci beaucoup Siam. On reviendra vers toi à la fin si jamais il y a d'autres questions. On va passer donc à l'autre intervenant qui est donc Théo. Théo, est-ce que tu es là? Me voici. Oui. Vous m'entendez? Bonsoir Théo. Vous me voyez? Très bien. Bonsoir. Donc, bonsoir Théo. Vous êtes diplomate, secrétaire des Affaires étrangères également. Pouvez-vous nous présenter les temps forts de votre parcours? Oui, merci Gauthier et merci à tous de m'avoir invité ce soir à cette conférence. C'est en effet, je pense, une très belle initiative que vous avez prise. Si ça vous va, je vais vous dire vraiment en 2 mots mon profil et ensuite je vous parlerai de ces quelques temps forts que vous évoquez et on pourra revenir dessus ensuite avec Gauthier, de toute façon, vous m'interrogerez si vous avez des choses particulières. Donc, en 2 mots, moi, je me présente aussi, je m'appelle Théo Barbe. Actuellement, je suis conseiller sur la pêche, les Outre-mer et la politique maritime intégrée à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne, donc à Bruxelles. Et avant cela, j'étais à Paris, à la direction de l'Union européenne. Donc, j'ai un parcours assez européen. Donc peut-être aussi un petit peu différent des autres collègues qui sont là ce soir. Je pense que c'est aussi l'intérêt de ce type de conférence, d'avoir un peu une diversité de profils au sein du Quai d'Orsay. Et on pourra revenir peut-être à la fin plutôt sur le parcours universitaire et de préparation.
moi, je voulais vous parler, mais à chaque fois brièvement, de 3 temps forts, un petit peu différents, mais je pense assez important dans mon parcours. Le premier, c'est, mais Siam justement l'a mentionné, c'est un stage que j'ai effectué pendant une année de césure. Moi, j'ai fait une année de césure pendant mon Master 1 et mon Master 2, ce qui m'a permis au total de faire 1 an et demi de stage en fait, et de travailler un petit peu. Et un de ces stages, c'était à l'ambassade de France en Suède, à Stockholm. Alors, paradoxalement, c'était au service économique régional qui, en fait, ne relève pas vraiment du Quai d'Orsay, parce que c'est plutôt la direction générale du Trésor, donc le ministère de l'économie qui suit ça, même si, évidemment, au sein de l'ambassade, c'est l'ambassadeur qui est le chef de poste et qui, donc, a autorité sur l'ensemble des services. Mais le fait est que de pouvoir faire ce stage, donc au service économique, ça m'a quand même permis de découvrir de l'intérieur le fonctionnement d'une ambassade et de ses différents services. Et peut-être que j'y reviendrai aussi à la fin quand on parlera aussi de la préparation, mais il est évident qu'une expérience de ce type, si vous en avez la chance, si vous en avez la possibilité, est extrêmement bénéfique. Parce que comme le disait Siam, vous rencontrez des diplomates, vous rencontrez des fonctionnaires de façon générale, puisqu'il n'y a pas que des fonctionnaires du Quai d'Orsay au sein des ambassades, et ça vous permet vraiment d'avoir un aperçu de ce que fait la France à l'étranger, et aussi de la diversité des métiers de la France à l'étranger, que ce soit via le Quai d'Orsay, encore une fois, via le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi via tous les autres ministères, via les postes de contractuels. Je sais qu'Agatha, vous aviez un intérêt sur les questions culturelles, évidemment, sur les questions culturelles qui sont vraiment un point important aussi de ce que l'on fait à l'étranger. Par ailleurs, ça c'est une anecdote, mais c'était en 2015 et donc j'étais à l'ambassade de France lors des attentats de novembre 2015 et c'est aussi une expérience assez forte pour être honnête avec vous, de vivre ça de l'étranger, de voir comment les gens réagissent aussi dans le pays où vous êtes. Vous aviez vu les images à l'époque, des dizaines et des dizaines de bouquets de fleurs devant l'ambassade, des bougies. Il y avait quelque chose aussi d'assez de voir aussi ce que vous représentez en tant que France à l'étranger pendant ces moments-là, pendant d'autres moments bien sûr, mais pendant ces moments-là qui sont assez tragiques. C'est aussi quelque chose que je garde en mémoire, parce que je pense que c'est quelque chose de difficile à oublier de toute façon, où que l'on ait été à ce moment-là. Donc ça, c'était le premier point. On pourra revenir dessus, évidemment, si vous avez des questions sur les stages. Le deuxième point, c'est mon entrée au Quai d'Orsay et plus spécifiquement ce qu'on appelle l'Institut diplomatique et consulaire. Donc, si vous êtes admis au Quai d'Orsay, quelle que soit la voie d'entrée pour les catégories A et A+, vous avez et d'ailleurs pour les catégories B, il y a aussi un équivalent. Vous avez ces 2-3 mois à peu près de formation initiale où on vous présente les missions du ministère, où vous avez des simulations, à l'époque des voyages aussi. On était allé à Bruxelles et à Londres. Et donc, ces 3 mois où vous rencontrez vos futurs collègues, où vous rencontrez donc, vos futurs collègues d'une part, et ensuite vous découvrez aussi les différentes missions du ministère. Et moi, c'est un moment marquant parce que, de fait, c'est aussi un moment où, au-delà de se créer un réseau au sein du ministère, j'ai créé un nombre assez important d'amitiés aussi au sein de cette promotion, comme on dit. Et donc, c'est vraiment un moment que je dirais un moment fort de ce parcours. Et aujourd'hui, en plus, on commence à être tous un petit peu à l'étranger, donc ça vous fait en plus, au-delà des collègues, disons, classiques, qui sont un peu à droite et à gauche aussi, un certain nombre de personnes avec qui je suis assez proche, qui commencent à être dispersées un petit peu dans le monde. Donc, c'est aussi évidemment l'aspect sympathique et aussi ce qu'on recherche évidemment dans ce métier. Donc cette formation initiale, si un jour pour ceux qui sont intéressés et qui ont la chance d'entrer dans ce ministère, vous aurez à passer par là, c'est vraiment un moment, je pense, assez important. Et enfin, le dernier temps fort, ça concerne plutôt le poste que j'ai actuellement et je vais revenir ensuite dessus dans la deuxième partie. Donc moi, comme je vous disais, je travaille sur la pêche. La pêche, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne, donc c'est un sujet assez important quand vous êtes à Bruxelles. C'est-à-dire que c'est vraiment des décisions qui sont prises au niveau européen, par les États membres bien sûr, et en lien avec la Commission, mais au niveau européen. Et la pêche est assez connue pour ces réunions de fin d'année où on doit fixer les possibilités de pêche, donc tout ce que les pêcheurs peuvent pêcher pour l'année d'après. Et c'est assez connu parce que ce sont des réunions toujours assez longues et qui souvent durent la nuit. Et en décembre dernier, j'ai fait donc cette première réunion en décembre dernier de ce type-là, pour fixer donc les possibilités de pêche pour l'année 2021. Et voilà, c'est une réunion qui dure plus de 2 jours et qui se termine après une nuit blanche à 8 h du matin. Et donc voilà, juste pour vous donner une petite idée de type d'expérience,
On ne fait pas ça tout le temps, hein, je vous rassure, mais c'est un type d'expérience aussi qu'on peut avoir dans ce métier. Et ça pourrait être une négociation à Bruxelles, mais ça pourrait être une négociation dans tous les autres cadres que l'on a, bilatéraux et multilatéraux au sein du ministère. Mais c'est quelque chose d'assez fort quand même de vivre des moments comme ça. Donc voilà, c'était juste 3 petits, disons, aperçus de ces dernières années. Et après, on peut revenir plus en détail avec Gauthier sur le reste de ce que je fais et sur les questions de préparation, par exemple. Merci Théo. Pourriez-vous maintenant décrire le cœur de vos missions actuelles? Qu'est-ce que vous effectuez comme mission au ministère? Alors, pour être aussi clair que possible, parce que c'est une grosse machine déjà l'administration française, et alors après ensuite vous déclinez ça aussi au niveau européen, donc c'est pas toujours évident pour nous y compris de toujours s'y retrouver. Concrètement, moi, donc, je vous disais, je suis ces sujets. Principalement, ce qui occupe mon temps, c'est le sujet de la pêche, parce que c'est quand même là où il y a le plus de travail, mais je fais aussi un suivi transversal des sujets outre-mer dans le cadre européen, et de tout ce qui est politique maritime, qui est un petit peu plus large, et qui, en plus, me fait interagir aussi avec beaucoup de collègues en interne. Mais concrètement, pour prendre l'exemple de la pêche, parce que c'est ce qui m'occupe le plus, moi, je suis le représentant français au sein d'un groupe de travail qui réunit l'ensemble des États membres, et la commission qui assiste aussi évidemment, où je porte donc les positions de la France sur la pêche. À peu près une fois par semaine, on a un groupe de travail. Et donc, on prépare, si vous voulez, c'est un groupe qui est un peu technico-politique, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes encore à un niveau où ça peut entrer dans un certain détail technique, mais déjà aussi avec des enjeux politiques. Et je vise en fait à préparer, ce que je fais moi, vise à préparer le travail ensuite de mon chef, qui est lui le représentant permanent adjoint, donc l'ambassadeur adjoint, si vous voulez, de la mission de la représentation permanente, et enfin le Conseil des ministres, donc en l'occurrence là où siègent les ministres de l'Agriculture et de la Pêche me concernant. Donc c'est ça en 2 mots. En quoi ça consiste? Principalement, je travaille donc avec Paris et le ministère de la Mer, la direction des pêches, qui prépare mes instructions donc sur un certain nombre de points. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, on a parlé Royaume-Uni. Vous imaginez bien que sur les sujets pêche, c'est une actualité assez classique. On peut parler aussi de sujets à la fois nationaux dans le sens européen ou internationaux, donc des relations de l'Union avec les États tiers sur la pêche. C'est vraiment très varié. Et pour le reste du temps, mon travail, c'est assister à beaucoup de réunions, préparer éventuellement des entretiens, que ce soit entre nos autorités ici, l'ambassadeur ou l'ambassadeur adjoint, le représentant permanent adjoint, faire le lien entre Paris et les institutions européennes, préparer des visites ministérielles à Bruxelles, préparer toutes ces réunions dont je vous parlais du Conseil de l'Union européenne, donc, où les États membres sont présents, préparer un certain nombre de notes aussi, évidemment. C'est à peu près ça, un suivi de l'actualité. Enfin voilà, c'est à peu près ce que vous pouvez imaginer, mais je pourrais ensuite vous détailler ça un petit peu plus. Mais c'est vraiment ça le cœur de la mission, c'est vraiment de porter la position de la France à Bruxelles, auprès des institutions européennes et auprès aussi des autres États membres. Merci beaucoup. On reviendra peut-être sur cet aspect lors des questions. Et comment est-ce qu'on se forme au métier de la diplomatie? Quels sont les différents débouchés? Alors, sur la formation, moi, j'ai une formation plutôt classique, si je puis dire. Comme disait Siam, moi, je suis passé par Sciences Po Paris, par l'Institut d'études politiques de Paris, où j'ai fait donc ce qui s'appelle un bachelor, la licence, en fait. J'ai fait une année de... C'est vrai que je n'ai pas parlé de mon année à l'étranger, mais qui a été aussi évidemment importante. Moi, j'étais au Canada, donc un petit peu plus loin, mais évidemment une année aussi assez importante. Et ensuite, j'ai fait un master affaires publiques, qui est un peu le master classique, quel que soit d'ailleurs l'IEP, en tout cas dans les questions de service public, disons, pour préparer les concours administratifs. La petite particularité peut-être que j'ai, sur laquelle je voulais dire un mot, parce que ça se généralise de plus en plus, mais dans les masters affaires publiques peut-être un peu moins, c'est l'année de césure, qui permet quand même moi ça m'a permis de voir aussi un peu, faire un stage dans le privé aussi, de voir un petit peu différentes choses, de pouvoir réfléchir un petit peu à ce qu'on veut faire. Parce que des fois, c'est comme le disait Siam, ça peut être un petit peu abstrait parfois ce que l'on veut faire quand on passe des concours administratifs, et pas que pour le Quai d'Orsay, de façon générale. Donc ça, c'était vraiment utile. Et ensuite, une préparation au concours un peu plus classique, comme le disait Siam aussi, avec une prépa concours. Moi, si je peux insister sur un point, justement, sur ces questions de prépa concours, moi, quelque chose clairement que je mettrais en avant, c'est ce que ça vous permet de faire des galops, des concours blancs.
en fait, de faire beaucoup de concours blancs même. Si vous voulez, moi, ce que j'ai trouvé très, très utile dans ces préparations, au-delà du fond, parce que le fond, dans vos études, quelles qu'elles soient, vous allez quand même le voir, puis vers vos intérêts personnels, votre curiosité personnelle, le fond, d'une certaine façon, vous l'aurez, je pense. Si vous êtes intéressé par ces sujets, vous l'aurez. Par contre, c'est vrai que les concours administratifs, c'est quelque chose quand même d'assez particulier comme type d'épreuve. C'est des épreuves de 4 heures ou de 5 heures, par exemple. Et la méthode est essentielle, clairement. Et le fait d'avoir pratiqué ça en concours blanc de façon très régulière pendant plusieurs mois, ça vous donne, je pense, une certaine maîtrise ensuite de ce que vous devez faire, du temps, de la gestion du temps qui est toujours très importante. Donc moi, le fait d'avoir fait énormément de concours blancs, c'est évident que ça m'a beaucoup aidé. Vous arrivez en concours et en fait, vous savez ce que vous devez faire. Vous savez comment vous êtes organisé, comment ça fonctionne pour vous, parce que chacun fonctionne de façon différente. Donc, s'il y a un point sur lequel j'insisterai beaucoup, au-delà de la prépa elle-même, mais même à vous, à titre personnel, vous pouvez faire ça quand vous vous entraînez, c'est vraiment ce côté un peu de méthode, de travail même avec vous-même, en fait, de comment vous vous organisez. Ça, c'est vraiment un point central, selon moi. Et après, le fond suivra, il ne faut pas exagérer, bien sûr, il faut travailler. Il y a un certain nombre de matières qui ne sont pas forcément toujours les plus simples, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de questions de méthode là-dedans. Et peut-être un mot sur les débouchés. On en a un peu parlé, et d'ailleurs sur les voies d'entrée, sur les débouchés, ça va un peu ensemble pour moi. Mais évidemment, vous avez différents types de débouchés, de moyens d'entrée au Quai d'Orsay. Moi, je suis entré avec le concours un peu maison dont parlait Siam, donc secrétaire des Affaires étrangères, cadre général, donc avec l'anglais qui est obligatoire évidemment, et moi avec l'italien en l'occurrence. Ensuite, sur les débouchés, ce que je trouve intéressant, c'est que déjà au sein du ministère, vous pouvez faire énormément de choses différentes. Ça, vous l'avez montré dans vos présentations initiales. Moi, je dirais aussi que là, je le vois par exemple en étant à Bruxelles, vous avez beaucoup de collègues qui, par exemple, peuvent faire des mobilités dans les institutions européennes. Ça peut être dans les institutions internationales. Vous pouvez faire des mobilités dans le privé, être en disponibilité quand vous êtes dans la fonction publique, vous pouvez être aussi en disponibilité pour développer, par exemple, un projet personnel, si vous le souhaitez. Parce que c'est que ça vous laisse quand même une certaine latitude, disons, pendant la carrière. Bon, moi, je suis encore relativement au début, donc je ne peux pas non plus vous parler avec une expérience qui est si importante que ça, mais en tout cas, sur les débouchés, je pense, pour ceux que ça intéresse, les postes de contractuels permettent, comme le disait Siam aussi, d'accéder au ministère. Et moi, dans la direction où j'étais, par exemple à Paris, à la direction de l'Union européenne, il y avait beaucoup de contractuels. Donc là aussi, si ça intéresse certains d'entre vous, il faut vraiment garder en tête que cette voie existe et qu'elle est importante. Et que c'est quelque chose aussi de valoriser, je pense, à la fois sur un CV et pour vous, un passage comme ça. Et puis, évidemment, ça aide aussi un certain nombre de collègues ensuite qui préparent les concours en étant contractuel ou en étant passé en tant que contractuel. Ça ne fera jamais de mal d'avoir vu la maison, si vous voulez, de l'intérieur. Ça, c'est sûr et certain. Voilà un petit peu les points sur lesquels je voulais insister, mais évidemment, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Théo. Alors, on a une question de Laura. Quel est l'aspect qui vous plaît le plus dans votre métier ? Alors actuellement, ce qui est assez sympa avec mon métier, c'est vraiment ici à Bruxelles, et c'est l'aspect multilatéral. Alors, c'est pas qu'à Bruxelles, bien sûr, parce que vous avez d'autres enceintes multilatérales où nous sommes présents en tant que France. Mais là, en fait, pour tout vous dire, j'ai eu quelques minutes de retard au tout début de la conférence, parce que j'avais un groupe de travail qui était physique en plus, donc ça reprend un petit peu les réunions physiques, donc c'est assez agréable. Et vous êtes autour d'une grande table avec vos 26 autres collègues des États membres. Chacun peut parler sa langue parce qu'en plus on a de l'interprétation. Moi, cet aspect-là me plaît bien, pour tout vous dire. Et le côté multilatéral est assez intéressant d'un point de vue plutôt vraiment strictement professionnel, parce que ça donne des négociations assez intéressantes et avec vraiment des facettes très multiples. Puis bon, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais évidemment, moi, si je suis venu aussi à Bruxelles, c'est parce que la France prendra la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne en janvier prochain. Et donc, tout ça aussi, c'est une préparation, si vous voulez, pour la présidence à venir, et qui sera un moment assez fort dans une carrière diplomatique sur les affaires européennes, évidemment. Et donc, moi, cet aspect-là du multilatéral et de l'européen, parce que moi, j'ai aussi un tropisme européen, c'est vraiment, je pense, que c'est la chose qui me plaît beaucoup dans le poste que j'occupe actuellement. Merci pour votre réponse. On a une autre question.
également de Laura. Pouvez-vous nous donner une idée sur les salaires? Alors, ouais, sur les salaires, c'est un peu difficile de répondre très précisément parce qu'en fait, c'est assez variable. Si vous voulez, quand vous êtes en administration, en fait, il est vrai que le Quai d'Orsay a cette spécificité particulière d'avoir ces deux statuts, donc quand vous êtes à Paris en centrale et quand vous êtes à l'étranger. Et donc, quand vous êtes à Paris en centrale, de toute façon, tout cela, de toute façon, à la base, c'est évidemment la grille, c'est l'administration, hein, donc vous avez des grilles de salaire. Mais la particularité du métier de diplomate, c'est que vous avez des variations assez importantes quand vous êtes à l'étranger. Sur les temps, c'est difficile de donner une réponse absolue parce que, évidemment, comme vous l'imaginez, vous ne gagnez pas la même chose que vous soyez à Bruxelles, à Kaboul, à Pretoria ou à New York, que sais-je. Donc, vous avez vraiment une grille qui s'adapte aux situations en fait, des agents, à la fois en termes d'expérience et tout simplement de seniorité, si je puis dire, parce que c'est l'administration, encore une fois, vous avez une grille de salaire qui augmente au fur et à mesure de votre carrière, et ensuite c'est vraiment en fonction de où vous êtes, d'à quel point vous êtes éloigné de la France, à quel point le coût de la vie est cher, à quel point les conditions de sécurité sont aussi complexes. Évidemment, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, sans parler vraiment chiffres, ce que je peux vous dire très clairement, c'est qu'en effet, si vous êtes intéressé par des très très hauts salaires, ce n'est pas à Bruxelles qu'il faut aller, même si on est très très bien payé et qu'on n'a pas du tout à se plaindre. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment une prise en compte des situations vraiment particulières, à la fois vous, personnellement, et ensuite là où vous exercez. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Mais on est comment dire, de mon point de vue à titre personnel, je pense qu'on n'est pas du tout à plaindre, même si il faut être conscient que la vie à l'étranger, il y a bien sûr le côté assez glamour du diplomate à l'étranger, mais vous avez aussi des fois des aspects très très basiques, hein, le fait d'être loin de sa famille, le fait d'être dans des endroits où les conditions de vie ne sont pas extrêmement faciles, et donc tout ça est pris en compte dans les salaires que vous avez à la fin. Merci Théo.